Oui, bon, en prenant ce titre, donc, j'ai pris un peu le risque pour certains de redire des choses que Marc a déjà présentées, mais bon, je pense que ce n'est pas trop grave, parce que pour ceux qui connaissent bien le système, donc je m'en excuse, pour ceux qui ne connaissent pas bien les systèmes, ça va permettre de préciser un peu les choses. Et donc, donc le plan de mon exposé est le suivant. Donc, je vais faire une introduction où je vais parler de cette association oxygène, SAM et un métal. Donc Marc en a parlé il y a très longtemps, il en a parlé pendant ces cours-là. Je vais me focaliser ensuite avec l'association SAM et le fer dans le cadre d'une famille d'enzymes qu'on appelle radical SAM, que Marc aussi a expliqué. Et puis immédiatement après, dans ce cadre particulier, je vais vous parler des RIPS. C'est quoi les RIPS? C'est des bactéricides, donc c'est des peptides antimicrobiens qui sont synthétisés de façon ribosomale, c'est-à-dire il y a des gènes qui codent pour ces peptides, et une fois qu'ils sont synthétisés, ils sont modifiés par des enzymes. Et donc, dans ce cadre-là, je vais vous parler de la caractérisation spectroscopique d'une enzyme qu'on appelle RUM-M1, rhume pour la bactérie d'où il vient, c'est Ruminococcus navus que vous avez tous dans votre microbiote intestinal, et M1 pour maturase parce qu'il modifie le peptide. La production du peptide, cette fois-ci, on l'a caractérisé, et le genre de modification qui s'opère sur ce peptide pour qu'il soit antimicrobien. Et je vais vous parler de quelques tests d'activité antimicrobienne que nous avons menés avec nos collaborateurs à Marseille. Et après, je vais vous présenter la structure, la détermination de la structure par RMN de ce peptide modifié. Donc, l'idée derrière tout ça de l'association l'oxygène, SAM et le fer a été développée par Marc. C'est toujours et qui occupe les chimistes en bio-inorganicienne depuis très longtemps, c'est comment une liaison CH inerte est activée pour introduire soit des atomes d'oxygène, soit des atomes de soufre. Et donc, la fonctionnalisation de cette liaison est extrêmement complexe pour la raison suivante, c'est que ce qu'on entend par une liaison CH inerte, c'est une liaison dans laquelle les substituants ici ne font rien pour stabiliser un intermédiaire, type carbocation, carbanion. Et donc, quand on est dans cette situation, il a été estimé que le pKa de cette liaison peut atteindre 40, ce qui exclut complètement la possibilité de pouvoir faire des réactions chimiques par transfert de protons ou d'hydrures. Et donc, pour pouvoir activer cette liaison, on passe toujours par des radicaux. Et donc, cette idée, il y a déjà 30 ans, on trouve dans la littérature que pour pouvoir l'activer, on est obligé de passer par des radicaux et que forcément, le passage par ces radicaux nécessite l'assistance de méthodes de transition. Et donc, vous voyez que 30 ans après, cette association métal-oxygène-SAM reste toujours d'actualité. Alors, pour justifier, je suis désolé, c'est une diapo que vous avez vue pendant ces cours, pour justifier donc ce titre, pourquoi l'oxygène, la SAM et le métal est une association vitale, de mon point de vue, vient de cette réaction premièrement. Donc c'est la réaction catalysée par les ribonucléotides de réductase que Marc a présentée, je ne vais pas la détailler, donc c'est la réduction des ribonucléotides en des exoribonucléotides, et donc vous l'avez bien compris, dans toutes les ribonucléotides, le dénominateur commun, c'est la présence d'une cystéine qui se radicalise sur la sous-unité réductase de la ribonucléotide réductase. Et jusqu'en 2019, cette réaction nécessitait la présence d'un métal. Donc Marc vous a présenté la dernière ribonucléotide réductase où il n'y a pas de métal. Et donc, on disait que notre vie est entre la main des métaux. Parce que le dénominateur commun, c'est évidemment les radicaux, mais aussi la présence d'un métal. Juste une remarque. Sur la dernière qui est sans métal, il y a aussi l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une fixation transitoire d'un ion métallique, pas suffisamment stable, qui fait le job et qui ensuite... voilà. C'est possible, sauf que le titre de Nature, c'est marqué RNR iron free. Voilà. Donc,
Donc, on ne peut pas parler de la ribonucléotide réductase de parler de la personne qui a découvert ces systèmes. Marc en a déjà parlé, mais assez rapidement. Donc, Peter Richard, qui a découvert la classe 1, que Marc a expliqué avec toutes les sous-classes. Donc, c'est un système binucléaire, fer manganèse, sans rien, qui active l'oxygène pour faire des espèces à haute oxydation du fer qui permettent d'activer la tyrosine qui est responsable de la catalyse. Il a aussi découvert la classe 3. À l'époque, Marc était en postdoc chez lui. C'est la ribonucléotide réductase donc, qui associe un centre fer-soufre et la S-adénosylméthionine qui permet de créer le radical 5'-dioxyadénosyl qui est précurseur de la formation de ce radical cystinyl. C'est le radical primaire, si vous voulez. Et donc, son nom aussi est associé à cette classe 2 qui, elle, peut fonctionner en présence ou en absence d'oxygène. Et c'est une cobalamine qui est liée avec l'adénosine ici. Et la coupure de cette liaison cobalt CH2 permet de générer le radical 5'-dioxyadénosyl. Et donc, le trait commun entre la classe 2 et la classe 3, c'est le passage par cet intermédiaire radicalaire commun. Donc, Marc a dit que, donc, fin des années 2018, donc, la ribonucléotide réductase qui ne contient pas de métal a été découverte par Britt-Marie Schubert, qui était une étudiante de Peter Richard dans les années 80. Et donc, cette enzyme, probablement, active l'oxygène par une flavine pour faire des espèces flavines peroxo qui pourraient activer la ribonucléotide réductase. Voilà. Alors, ce qui m'a, moi, étonné dans ce que j'ai trouvé assez impressionnant dans ce papier, c'est que c'était l'obsession des auteurs de montrer que, absolument, l'enzyme qu'ils ont purifiée, il n'y avait pas de métal, il n'y avait vraiment pas de contamination. Et tous les tampons, tous les milieux sont passés sur des colonnes Kelex qui piégeaient les métaux pour pouvoir purifier l'enzyme. Voilà. Et donc, depuis... Donc, comme il y a une RNR sans métal, on ne dit plus que notre vie est entre les mains des métaux, on dit que notre vie est entre les mains des radicaux, parce que le dénominateur commun qui reste à toutes ces ribonucléotides réductases, c'est le radical cystinyl qui existe sur la subunité réductase. Voilà. Donc, le deuxième point qui permet de justifier ce titre, c'est en 2017, cette revue qui a été publié par Christopher Walsh qui dit qu'en fait, dans la cellule, vous avez principalement 8 cofacteurs qui alimentent de façon importante le métabolisme de la cellule. Très bien. Quand on va regarder ces 8 cofacteurs qui sont là, 7 sont organiques et un inorganique, c'est l'oxygène. Et donc, il a intitulé sa revue donc ces 8 molécules qui sont cinétiquement stables, mais thermodynamiquement activables pour pouvoir alimenter le métabolisme de la cellule. Alors la stabilité cinétique ici, il faut la concevoir au niveau de la cellule, hein, parce que si vous sortez l'ATP, la S-adénosylméthionine DPH et vous le mettez sur une paillasse, il se dégrade assez rapidement. Donc c'est la stabilité qui est liée à la vie de la cellule. Hein. Et quand j'ai vu cette revue, écoutez, j'ai dit, la DPH, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est un cofacteur redox, c'est normal qu'il soit là-dedans. L'ATP, tout le monde, toutes les synthétases utilisent l'ATP, c'est quelque chose de très important. Par contre, moi, personnellement, les autres cofacteurs, je ne pensais pas que... Et en lisant cette revue, on s'aperçoit qu'en fait, on ne connaît pas beaucoup de choses dans le métabolisme et que des gens comme... Christopher Walsh, qui est pour moi une star en enzymologie, c'est des personnes qui peuvent écrire ce genre de revue. Alors, l'oxygène et la SAM. Alors, Marc on dit qu'ils sont activables thermodynamiquement. Donc, Marc a expliqué déjà ce diagramme. Donc, si on veut expliquer l'activation thermodynamique, donc, on revient aux orbitales moléculaires. Et Marc a expliqué que l'oxygène est stable, et heureusement qu'il est stable. Et donc, il faut l'activer pour le rendre réactif. Et les étapes clés de cette activation, c'est un apport des électrons un par un pour passer de cet état triplet à cet état singulier. Et cette activation s'appelle la levée de l'interdiction de spin de l'oxygène pour le rendre actif. Les flavines sont aussi capables de faire cette activation parce qu'ils sont capables de transférer les électrons un à un. Et donc, ce n'est pas étonnant de les retrouver dans l'activation de la ribonucléotide réductase où il n'y a pas de métal.
Alors, pour la SAM, si vous voulez, c'est un cofacteur dont la synthèse est assez simple, qui a été étudié par George Markham dans les années 80-90. Donc, c'est la condensation de l'ATP et de la méthionine. Donc, c'est une réaction qui est catalysée par une enzyme qu'on appelle la SAM synthase, qui a besoin de Mg2+, K+, dans l'eau. Et donc, on génère la S-adénosylméthionine, donc qui est là. Donc là, vous avez 5 carbones asymétriques et vous avez surtout un soufre ici qui est aussi un centre asymétrique parce que vous voyez, les 4 substituants de ce soufre sont différents. Un méthyle, cette partie bleue, cette partie rouge et un doublé. Donc c'est un centre asymétrique. Et la synthèse ici conduit à la formation uniquement de l'isomère S. C'est l'isomère actif en biologie. Alors comment ça se passe? Donc on peut considérer que, donc, en présence de ces ions-là, en présence de ces ions et de l'enzyme, ce carbone ici, là, on peut l'écrire formellement comme un carbanium. Donc c'est un carbone avec une orbitale vide. En présence d'un nucléophile, la méthionine, sur lequel le soufre contient 2 doublés libres ici, il y a une substitution nucléophile de type 2 qui s'opère. Et donc on peut l'expliquer par la théorie des orbitales moléculaires comme ça. Donc le carbanium ici avec la case vacante ici. Le soufre, je représente que les électrons qui interviennent dans les liaisons avec ces 2 doublés-là. Et donc quand on fait cette liaison ici, donc on remplit les orbitales moléculaires, on crée une sigma étoile. Et donc comme il y a un doublé qui n'intervient pas du tout dans la liaison, on le laisse à ce niveau-là. Maintenant, comment se fait l'activation de cette molécule? Donc, vous le savez, les radicales SAM sont capables d'activer cette molécule. Donc, si on a un centre fer-soufre réduit et qui est capable et que si on lui met la SAM, il est capable d'injecter un électron sur cette liaison carbone-soufre ici, et on crée un radical intermédiaire qui peut. Donc, cette liaison se casse. Donc, sur le plan la théorie des orbitales moléculaires, donc on rajoute un électron qui se retrouve sur sigma étoile. Donc cet électron n'a qu'une envie, c'est de tomber plus bas. Donc il tombe sur cette orbitale moléculaire ici qu'on appelle basse vacante, qui est sur le carbone. Et donc formellement, on peut créer un carbone soit sur le CH3, soit sur le CH2, soit sur le CH2 ici. Donc théoriquement, tout est possible. Sauf que en biologie, ce qui a été montré, c'est que dans le cadre des enzymes radicales SAM, cet électron, la coupure qui se produit le plus souvent, c'est cette liaison SCH2 ici, pour conduire au radical 5'-dioxyadénosyl. C'est le radical qui se crée dans la famille des enzymes radicales SAM. Et ce radical a été pendant très longtemps suggéré sur des bases de marquage isotopique, d'utilisation d'analogues de SAM. Et vous voyez là, en 2019, c'est tout récent, Joan Broderick et Brian Hoffman ont pu piéger, maintenant on a la signature de ce radical par résonance paramagnétique électronique. Ce qui a été aussi montré, c'est que cette coupure-là, de ce côté-là, peut se produire. Et ça a été démontré dans le cas d'une enzyme qui modifie l'histidine dans un facteur d'élongation, en utilisant la SAM et un centre fer-soufre, par Elik et Begley. Et dans cette enzyme, en fait, donc la partie qui est liée sur l'histidine ici, donc c'est cette partie amino-carboxypropyl, vient de la SAM. Donc c'est cette liaison SCH2 qui est coupée ici. Et ça a été montré, mis en évidence, parce que, comme vous le savez ici, pour pouvoir transférer un électron, on a besoin de réduire ce centre métallique à l'état réduit, qui pourra ensuite transférer son électron sur la SAM. Et le réducteur qu'on utilise souvent pour des raisons de facilité, c'est le déthionite, qui est un biradical. Et donc, pendant la réaction, ce qui se passe à un moment donné, c'est que le SO2- se combine avec le radical qui est produit ici par cette coupure, et on peut obtenir cet aduit qui a été caractérisé par spectrométrie de masse. Donc c'est une démonstration qu'on a coupé vraiment cette liaison SCH2. Par contre, ce qu'on n'a jamais encore observé en biologie, c'est la coupure SCH3. Donc ça n'existe pas. Ça, pour l'instant, ça ne se passe pas. Voilà. Donc voilà. Alors, pour résumer, comparer un peu les deux systèmes, l'oxygène et la SAM comme accepteurs d'électrons. Donc j'ai dit que l'oxygène accepte. C'est une activation avec 2 électrons rapportant 1 à 1. La SAM
peut accepter l'activation par un électron pour créer ces radicaux intermédiaires, mais on peut aussi accepter l'activation par 2 électrons, ce qui lui permet de faire des réactions ioniques. Cette fois-ci, si on a un nucléophile, et donc toutes les substitutions de cette molécule, que ce soit le 5'-dioxyadénosyl, le méthyle ou l'aminocarboxyle propyle, peuvent être transférées. Et c'est là une des caractéristiques de la SAM qui fait qu'elle fait partie de ces 8 molécules qui sont très importantes et qui alimentent de façon importante les métabolismes. Voilà. Alors, les radicales SAM. Donc, comme Marc l'a déjà dit, j'aimerais bien dire un mot parce que, évidemment, raconter un peu l'histoire, mais rapidement, c'est qu'il y a très longtemps, jusqu'au début des années 90, il y avait 3 systèmes qui étaient étudiés dans le monde. Le premier qui a commencé ça, c'est Joachim Knappe en Allemagne, qui travaillait sur la pyruvate-formaldéhyde et qui a montré que cette enzyme a besoin de SAM, que la SAM a été clivée de façon radicalaire et qu'il y avait un radical protéique sur la protéine, le radical glycyle. Ce qui est important ici de voir, c'est, vous voyez ici l'écart dans le temps de découverte. On découvre que la SAM est importante en 1965. 10 ans après, on démontre qu'elle est clivée. Et puis 10 ans après, on démontre qu'il y a un radical sur la protéine. Et donc, voilà. Un peu plus tard, c'est Perry Frey aux États-Unis qui a travaillé sur la lysine aminomutase, qui est une radicale SAM, mais à l'époque on ne les appelait pas radicale SAM, qui est une protéine qui isomérise la lysine. Et donc vous voyez là aussi le temps pour pouvoir démontrer que la SAM est absolument nécessaire, qui est absolument clivée, qui a un centre fer-soufre est important. Et puis un peu plus tard, donc, quand Marc était en postdoc chez Peter Richard à Karolinska Institute à Stockholm, ils ont découvert la ribonucléotide anaérobie. Et là, vous voyez que l'écart de temps pour démontrer tout ça est devenu plus court parce qu'auparavant, il y avait des systèmes qui étaient déjà étudiés. Et à l'époque, on disait de ces systèmes que c'était une curiosité en biologie. Parce que, évidemment, les radicaux en biologie étaient considérés comme néfastes. Et que, voilà, donc c'était une curiosité, ce n'était pas quelque chose de général. Là, ça a commencé à changer au milieu des années 90, vous voyez là, à peu près en 6 ans, il y a 2 systèmes qui sont étudiés. C'est la butine synthase dont Marc a parlé, la lipoate synthase. C'est des systèmes qui incorporent du soufre sur des liaisons CH non activées. Et on a découvert que ces systèmes avaient dans leur motif cette séquence, cystéine, 3 acides aminés, cystéine, 2 acides aminés, cystéine. Et ces systèmes avaient aussi ce motif-là. Et donc, assez rapidement, Sophia Ideon aux États-Unis, une bioinformaticienne, a permis de démontrer qu'il y a une classe d'enzymes qui contiennent ce motif et qui appartiennent tous qu'on appelle radical SAM parce qu'ils utilisent un système radical, ils utilisent une chimie radicalaire et ils utilisent un SAM cofacteur. Et à l'époque, début 2001, il y avait à peu près 600 protéines. Avec la sortie des génomes, donc ça, je l'ai fait à peu près en 2014, il y avait à peu près 4000 gènes, et maintenant actuellement, donc, il y a plus de 500 000 gènes qui contiennent ce motif-là et qui font partie de cette famille d'enzymes. Bon. Simplement, ces chiffres-là sont un peu excessifs de mon point de vue, parce que là, vu le nombre de génomes qui sont publiés, donc il y a pas mal de redondance, c'est-à-dire il y a pratiquement ici il y a 400 butine synthase, 400 lipoate synthase, ce n'est pas 500 000 gènes différents. Voilà. Donc pour avoir une idée, si vous prenez Escherichia coli, mais bon, ces chiffres sont faux maintenant, il y a 27 radicales SAM dans Escherichia coli. Donc vous voyez, Escherichia coli ne contient pas une centaine de radicales SAM. Donc. Et sur les 27 gènes, à mon avis, il y a un peu plus maintenant de fonctions inconnues. Il y a un peu moins de 17 qui sont de fonctions inconnues. Et donc, un des problèmes majeurs prochainement, c'est de connaître à quoi servent ces radicales SAM-là. Donc, on peut les reconnaître facilement avec le motif, mais leur fonction n'est pas encore complètement bien définie. Alors, au laboratoire à Grenoble, à l'époque où Marc dirigeait notre laboratoire, on a étudié donc effectivement un certain nombre d'enzymes radicales SAM qui sont ici en rouge.
qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN, l'insertion de 2 atomes de soufre, les modifications d'ARN de transfert, modification de protéines ribosomales, ou aussi biosynthèse de cofacteurs métalliques. Et il y aura un séminaire au mois de décembre là-dessus. Et donc tout ça a été fait avec Étienne Mullier, Sandrine Olani qui continue encore à travailler sur ces systèmes un petit peu à Grenoble. Évidemment, je n'ai pas mis tous les étudiants et postdocs qui ont travaillé sur ce système, et on a une dizaine d'étudiants et de postdocs. Et à l'époque, donc la chimie qui était en œuvre, c'est ça, c'est on coupait la SAM de ce côté-là et on faisait un radical à 2 points. Et ce radical à 2 points arrachait un atome d'hydrogène activé pour faire un radical substrat intermédiaire qui peut évoluer vers le produit de la réaction. Sauf que, à partir de 2010, il commence à y avoir des exceptions. Des exceptions au niveau de la séquence déjà. Donc la séquence CX3, CX2 n'est pas réservée uniquement au radical SAM. On a trouvé des séquences où il n'y a pas ce motif et les enzymes font partie des enzymes radical SAM. Donc là, j'ai mis 2, mais il y en a maintenant plus de 6 ou 7. Le radical qui est produit et qui était considéré à l'époque comme un arracheur d'atomes d'hydrogène peut ne pas être utilisé pour ça. Il y a des systèmes dans lesquels le radical produit s'additionne sur une double liaison, dans le cas de l'aminophthalosine synthase MQNE. Et comme je l'ai dit aussi, dans les cas des radicales SAM, il n'y a pas uniquement la coupure de cette liaison SCH de ce côté, on peut aussi couper cette liaison, et ça a été montré dans l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est qui pose la question de la classification de cette famille d'enzymes radicales SAM. Et si ça vous intéresse, il y a une revue là, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps sur ce qu'on appelle un atlas de radicales SAM, et vous allez vous apercevoir que vouloir homogénéiser la famille n'est pas simple. Voilà, donc j'arrive à la famille, donc au sujet que j'ai travaillé pendant les 4 dernières années. C'est donc les RIPS, c'est des bactéricides, c'est des peptides antimicrobiens. Et donc évidemment, vous avez tous remarqué que dans les projets ANR, on vous demande un paragraphe qui consiste l'impact sociétal de votre projet. Et donc, il est complètement maintenant inacceptable. On ne peut pas déposer un projet parce qu'on dit simplement qu'on veut étudier cette réaction. Il faut que l'impact sociétal soit important. Et donc, on a essayé de trouver, avec mes collègues à Grenoble, un système qui va nous permettre de continuer à travailler sur les radicales SAM et qui peut avoir un impact sociétal important. Et on s'est rendu compte que parmi les peptides antimicrobiens qui sortaient à l'époque, il y avait un certain nombre qui sont catalysés par des radicales SAM. Et donc on s'est dit, c'est pas mal parce qu'en fait la résistance aux antimicrobiens est un problème de santé publique majeur. Parce que si vous regardez dans cet article qui a été repris par l'Organisation mondiale de la santé, les prévisions en 2050 de nombre de morts à cause de cette résistance aux pathogènes peut atteindre 10 millions par an, ce qui fait à peu près 2 fois ce que le Covid a causé en 2 ans. Donc c'est un problème de santé publique. Comment lutter contre ça? Bon, on peut changer notre mode de vie, on peut trouver d'autres nouveaux traitements, la phagothérapie avec des phages, des vaccins, mais on peut aussi travailler sur la conception de nouveaux médicaments de synthèse ou des peptides antimicrobiens nouveaux. Alors, c'est dans ce cadre où on s'est placé. Et on a monté une ANR et je voulais remercier Marius Réglier parce que c'est lui qui a initié ce projet, parce qu'il y avait dans son équipe un groupe spécialiste de microbiote intestinal qui avait découvert une bactérie qui s'appelle Ruminococcus navus. Et dans cette bactérie, il y avait des radicales SAM qui étaient peut-être potentiellement intéressantes à étudier. Il les a mis en contact avec nous à Grenoble parce qu'on avait cette expertise des radicales SAM pour pouvoir travailler ensemble. Et l'idée, c'est de voir si cette bactérie produit ces antimicrobiens et de quelle manière elle les produit, et de pouvoir peut-être considérer cette bactérie comme une source une source d'antibiotiques alternative aux antibiotiques conventionnels. Et on avait dans l'ANR une entreprise française qui s'appelle Addicio, c'est un leader mondial de l'alimentation animale qui fait partie maintenant de Blue Star Company et qui détenait le brevet de cette bactérie.
le génome du brevet de cette bactérie. Voilà. Donc on a déposé ça à Liner en 2016, ça a été accepté, Rumba pour Ruminococcus bacteriocin. Et où trouve-t-on les bactériocines? Évidemment dans la nature. Ce dragon du Komodo, sa salive est extrêmement riche en peptides antimicrobiens. Et c'est ce qui lui permet d'ailleurs de ne jamais tomber malade. Il s'est rapporté dans ce papier. Donc on le trouve un peu partout chez les animaux et on le trouve aussi dans le microbiote intestinal. Donc dans votre intestin, c'est connu, des milliards de bactéries. Et donc c'est des peptides qui sont codés génétiquement. Et vous avez ici un certain nombre de peptides antimicrobiens avec des modifications, des thiopeptides, des cyanobactines, des cyclotides. Là, vous avez des pendisulfures, vous avez l'antipeptide, et je reviendrai un petit peu là-dedans, aussi des pentioéthers entre cystéine et acides aminés partenaires. Et vous avez aussi les sactipeptides pour sulfur alpha-carbone thioéther cross-linked peptide. Donc, c'est le pontage thioéther entre une cystéine et le carbone alpha d'un acide aminé partenaire. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on va travailler. Simplement, dans le cas des lentipeptides, il y a un antibiotique qui a été commercialisé, donc qui a été approuvé pour la commercialisation en 1969, c'est la nizine, donc qui est utilisé comme additif alimentaire pour éviter la croissance des bactéries pathogènes sur les aliments. Et donc, si vous trouvez dans les additifs alimentaires que vous achetez E234, c'est la nizine. Donc, c'est cet peptide antimicrobien. Et c'est des pentioéthers, cette fois-ci entre cystéine et le carbone bêta d'une sérine et d'une thréonine. Alors, quand on a commencé, voici l'état de l'art de la littérature. Il y avait 5 sactipeptides. Sactipeptides, c'est le pont entre la cystéine et le carbone alpha d'un acide aminé partenaire. Donc il y avait 5, et vous voyez, on peut avoir un pentioéther, 3, on peut avoir 4. Parfois, il y a une cyclisation entre la partie N-terminale et la partie C-terminale. Parfois, il y a un pont disulfure entre 2 cystéines. Et les acides aminés partenaires sont un peu... On peut trouver n'importe quoi. Au moment où on faisait notre étude, il y a un 6e peptide, sactipeptide qui est sorti, celui-là, et on voit c'est toujours pareil, c'est 4 cystéines, 4 pentioéthers et les acides aminés correspondants. Il y a une personne qui a beaucoup étudié ces peptides, ces sactipeptides par RMN, c'est le professeur John Vederas à l'Université d'Alberta au Canada, et qui a résolu la structure par RMN de ces peptides. Et on voyait, c'est une forme d'épingle de cheveux où vous avez cystéine, acide aminé avec le pentioéther. Voilà. Alors, je viens au sujet. Et donc, vous voyez là que c'est un travail avec les Marseillais. Et la bactérie Ruminococcus navus que vous avez dans votre intestin contient, la souche E1 contient donc un opérant qui fait à peu près 15 kg base, donc 15 000 paires de bases. Et donc, quand ils ont séquencé le génome, on voit qu'il y a des gènes de régulation, il y a des gènes de biosynthèse, il y a des gènes d'immunité, des gènes de biosynthèse et des gènes d'export, parce qu'en fait, le peptide il est synthétisé au sein de la cellule et puis il est exporté pour qu'il soit actif. Et donc, dans cet opérant, il y a 5 peptides, C1, C2, C3, C4, C5, qui sont codés génétiquement et qui contiennent dans leur séquence un peptide signal et le peptide actif qui doit être modifié. Et vous avez 2 maturases ici, M1 et M2, qui sont responsables de la modification de ces peptides pour qu'ils soient antimicrobiens. Donc on a voulu savoir, est-ce que ces peptides, c'est des sactipeptides aussi? Alors simplement là, je vous ai mis les 6 qui étaient connus dans la littérature et les 5 qui sont codés par cet opérant. Et vous voyez, la première chose qui sort, c'est qu'on a déjà un positionnement de cystéine qui est différent de cela. L'ensemble des cystéines dans la partie N-terminale et les acides aminés correspondants sont dans la partie C-terminale. Donc nous, on a 2 ici, puis une séquence, 2 et puis une séquence. Donc, ce qui laisse présager peut-être une structure différente. On a commencé par étudier la maturase, donc l'enzyme, on a choisi M1. Et donc, dans ce projet, on s'est concentré sur M1C1, parce que comme C1 est à côté de M1, on a mis l'hypothèse que M1 va modifier C1. Bon.
Donc j'ai dit MA est une radicale SAM, il a le motif CX3, CX2, donc il peut coordonner un centre fer-soufre qui va fixer la SAM pour faire la chimie que vous connaissez. Et si on regarde la partie C-terminale, il y a un certain nombre de cystéines conservées, et donc on s'attend à avoir 2 centres additionnels 4 fer, 4 soufre, qui sont dans un domaine qu'on appelle, que Cathy Drennan, une cristallographe du MIT, a appelé spasme, parce qu'il est retrouvé dans la subtilusine, la pyroquinoline quinone, la naérobique sulfatase et la mycophécatine. Donc spasme, c'est pour ces 4 enzymes. Donc on s'attend que dans M1 qu'on étudie, 2 autres centres 4 fer additionnels. Donc, on a purifié l'enzyme avec donc Victor qui est chercheur au CNRS au laboratoire, Steve qui a fait sa thèse, Chloé qui était en CDD payé par l'ANR et Christian qui est technicien. Et donc, c'est assez simple. Donc, par contre, une chose très importante ici, c'est qu'on a pris le pari dès le départ de pouvoir isoler la protéine avec ses centres fer-soufre de la cellule et de ne pas faire des reconstitutions chimiques. Et donc, pour faire cela, donc on met le gène qui code pour la maturase dans Escherichia coli et on complémente avec un plasmide PSUF qui code pour des protéines qui permettent d'assembler les centres fer-soufre. Et donc, effectivement, quand on fait ça et on fait une purification complètement en anaérobiose, on sort une protéine. Donc après une colonne d'affinité et une gel filtration qui est assez pure. Quand on regarde le spectre UV visible, donc, qui est là en trait continu, donc c'est la caractéristique d'une protéine fer-soufre, probablement des 4 fer 4 soufre. Le nombre de fer, on a entre 9 et 10 suivant les préparations, et ce rapport-là entre 420 et 280 indique qu'on a plus qu'un centre fer-soufre. Donc, si on prend donc on a fait pour faire cette caractérisation, on a fait pousser les cellules en présence du fer 57 pour pouvoir faire la spectroscopie Moosbauer, comme Myriam Siman la semaine dernière vous a expliqué. Et donc, quand on fait la spectroscopie Moosbauer en présence de Volker Schönemann et Christina Müller, donc on a ce signal noir ici qui est simulé avec le spectre rouge. Et on ne peut obtenir cette simulation qu'en prenant en compte 3 jeux de paramètres 4 fer 4 soufre. Là, c'est un 3 fer 4 soufre, mais c'est une dégradation d'un des centres 4 fer 4 soufre. Et donc, avec la composition du nombre de centres 4 fer 4 soufre ici. Le 3 fer 4 soufre à l'état oxydé a été basé sur la résonance paramagnétique électronique à l'état oxydé de ce spectre en trait plein qui permet de dire que cette composante 3 ici, c'est un 3 fer 4 soufre et pas un fer 3 mononucléaire. Quand on réduit la protéine avec le déthionite, donc on a le spectre noir d'ici, on passe en résonance paramagnétique électronique, on a un spectre noir ici qu'on peut simuler avec le spectre rouge, une simulation relativement parfaite, et on ne peut obtenir cette simulation qu'en prenant 3 jeux de paramètres pour 3 centres 4 fer 4 soufre qui sont là A, B et C. Donc en combinant l'état réduit par résonance paramagnétique électronique et l'état oxydé par spectroscopie Moosbauer, on peut conclure que la protéine contient 3 centres 4 fer 4 soufre. Ça, peut-être je vais passer parce que ce n'est pas très important. Par contre, si on veut regarder l'interaction avec la SAM, donc à l'état réduit, c'est relativement sensible. Donc ça, c'est le spectre que j'ai montré tout à l'heure avec les 3 composantes des 3 centres 4 fer 4 soufre. Si on rajoute la SAM sur cet état réduit, vous voyez que le spectre noir ici, expérimental, en présence de la SAM, il a pas mal changé. Et donc, on ne peut le simuler que si on introduit une 4e composante qui provient de la composante A ici, qui a été dissociée 2 fois. Donc il y a 2 composantes. Et probablement, cette composante A, c'est le signal du centre 4 fer 4 soufre radical SAM qui a fixé la SAM. Et comme la fixation n'est pas totale, donc on a une partie où on voit que c'est la SAM qui est fixée, et une partie où le centre 4 fer 4 soufre sont la SAM. Voilà. Alors, pour la production pour le peptide. Alors toute l'étude a été faite par spectrométrie de masse, en collaboration avec la plateforme de spectrométrie de masse à Grenoble, Yohann Coutet et Sylvie Kiefer-Jacquinot. Alors, à quoi on peut s'attendre? Dans ces systèmes, les radicales SAM, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un radical à 2 points qui va arracher un atome d'hydrogène sur un acide aminé. Donc, on va avoir une perte d'unité de Dalton,
à cause de cet atome d'hydrogène qui doit partir. Et puis, quand le radical est produit, il va réagir avec la cystéine, et donc il va à l'élimination d'un proton, et donc au total, on aura moins unité de masse dans la réaction. On a 4 cystéines, donc on peut s'attendre à une perte de 2, 4, 6 ou 8 en fonction du nombre de thioéthers qu'on fait. Alors, on a fait le test, comme on avait la protéine pure, le peptide qu'on peut commander par une entreprise, donc on fait le test d'activité. C'est assez simple, hein. Donc la maturase, le substrat, la SAM, le déthionite, on incube ça, et puis on analyse par masse, et on se retrouve avec un mélange via -2, -4, -6, -8 hétérogène. Et donc c'était compliqué pour aller plus loin. Et donc on a décidé de faire la maturation chez Escherichia coli directement. Donc on prend la bactérie Escherichia coli, on la transforme avec la maturase, on la transforme avec le plasmide qui contient le gène qui code pour le peptide et par le plasmide qui contient les SUF qui permet d'incorporer le centre fer-soufre. Donc le plasmide qui contient le peptide qui code pour le peptide qui nous intéresse a été fusionné avec la maltose Maiden protéine pour pouvoir le purifier sur une colonne d'affinité. Après, comme il contient une séquence de TEV, la TEV qui permet de couper le peptide du reste de la maltose Maiden protéine, on peut faire une superdex. Donc on sort un pic ici qui sort pratiquement au volume mort de la colonne. Et sur gel, on voit qu'on a quelque chose de pur et la masse correspond à peu près à la taille attendue voilà. Et on a à peu près 2 mg par litre de culture. Si on voit ça à la spectrométrie de masse, on voit qu'on a quelque chose de relativement homogène. On n'a qu'un peptide avec une perte de 8 Dalton. Donc vous voyez ici le spectre non maturé et maturé. Là, donc chaque pic correspond à un état d'ionisation. Donc on a une perte de masse. Donc on a 8 de masse. Donc on a probablement 4 pentioïtères. Ce qu'on fait aussi, c'est que si on prend le peptide non maturé, on le traite avec l'iodoacétamide pour alkyler les cystéines, on voit qu'on alkyle les 4 cystéines. Par contre, si on prend le peptide qui est maturé, cette fois-ci où les cystéines sont engagées dans un pentioïtère avec un acide aminé, on n'alkyle pas, et donc les cystéines ne sont pas disponibles. Donc les 4 cystéines sont impliquées dans le truc. Et ici, on a... Bon, c'est pas très... Voilà. Alors, ce qui se passe on a mis du temps pour comprendre ça, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un peptide avec un pentioïtère entre une cystéine et un carbone alpha, si vous faites la MSMS pour pouvoir voir les acides aminés porteurs des cystéines, ce qui se passe, c'est que le pentioïtère s'ouvre par analyse spectrométrique, par MSMS. Et donc vous retrouvez avec une cystéine normale. Par contre, l'acide aminé partenaire, il a perdu 2 atomes d'hydrogène, et il est deux fois déhydrogéné, donc il a 2 unités de masse sur le peptide. Donc au total, vous allez vous retrouver avec un peptide ouvert qui a perdu 8 unités de masse. Les cystéines sont identiques que le départ. Par contre, les acides aminés qui étaient impliqués ont perdu 2 unités de masse. Voilà. Donc, rapidement, on a analysé ça et je vous donne le résultat rapidement. Donc, vous voyez, quand on regarde les ions B en allant dans la partie terminale ou les ions Y en allant par la partie terminale, quand on arrive à l'ion B35 à ce niveau-là, on a une perte de 2 Dalton. Et donc, l'alaline 12 ici, 12 parce que c'est à partir parce que tout ça c'est le peptide signal, si on compte à partir de tryptophane, donc c'est l'alanine 12 et il y a une perte de 2 unités de masse, donc il est peut-être probablement modifié. On continue, on trouve l'asparagine qui est ici, 16, où il y a une perte de moins 4. Si on remonte par là, on voit que si on arrive jusqu'à l'alanine, on a moins 8, donc il y a des acides aminés qui ont perdu 2 unités de masse par là, et ainsi de suite. Donc on identifie l'alanine 12, l'asparagine 16, l'arginine 34 et la lysine 42. Bon, là on a les cystéines, on sait qu'ils sont impliqués dans un liaison, on a les acides aminés, mais on ne connaît pas les couples. Parce que le pont s'ouvre par spectrométrie de masse MSMS, par l'analyse MS. Il s'ouvre, donc il faut aller trouver le moyen pour trouver les couples. Donc on confirme effectivement que c'est un sactipeptide, parce que c'est une caractéristique des sactipeptides, c'est qu'ils s'ouvrent par analyse MSMS. Les autres, quand il y a le carbone bêta ou gamma, ça ne s'ouvre pas.
Alors, pour faire ça, c'est une étudiante de stage de M2 qui a fait ça. On a décidé de faire des mutations ponctuelles. Et on a choisi de muter les cystines parce que si on mute l'acide aminé, il y a un carbone alpha. Et donc, on va faire le pont, de toute façon. Donc, on a décidé de muter les cystines. On analyse et on regarde ce qui se passe. Et donc, on fait la production du peptide et on fait l'alkylation, on regarde par MS. Alors, on a trouvé que donc, la cystéine 3 est pontée avec l'asparagine 16. Donc, quand on mute la cystéine 3, il n'y a que 3 ponts thioéthaires. Et on trouve que l'asparagine 16, il n'y a pas de déhydrogénation. Il n'a pas perdu 2 unités de masse. Donc, c'est le partenaire. Quand on modifie la cystéine 5, cette fois-ci, on ne trouve que 2 ponts. C'est les 2 derniers. Et donc le pont là, même si cette cystine n'est pas modifiée, si on modifie celle-là, le pont de cette cystine avec l'asparagine ne se forme pas. Donc ça veut dire qu'il y a une séquence dans la formation des ponts. Donc si vous ne faites pas le pont interne, vous ne faites pas le pont externe. Vous allez le voir un peu plus tard, et ainsi de suite. Et donc on a trouvé C3, N16, C5, A12, C22, K42, C26, R34. Donc on a proposé une structure de ce genre-là qui est différente de ce qui est connu. On a une double épingle, mais on peut imaginer que cette partie peut se mettre de ce côté-là et on a une forme d'épingle, mais on a proposé une structure de ce genre. On a envoyé ça à Marseille pour des études d'activité. Alors la première chose à faire, c'est de couper le peptide avec la trypsine pour qu'il soit actif. J'ai dit, il faut enlever le peptide signal. Donc, on traite à la trypsine, on coupe ici. Et ce qui est remarquable ici, c'est qu'on a une lysine et une arginine ici qui peuvent être coupées par la trypsine. Mais ils ne le sont pas coupés parce qu'ils sont impliqués dans la... Ça confirme que ces acides aminés sont impliqués dans le pont thioéthaire aussi. C'est une autre... Et donc, quand on regarde la masse obtenue en coupant, c'est 4319, c'est exactement ça correspond à cette séquence, moins les 8 unités de masse. Voilà. Alors, il restait un point très très important ici, c'est qu'on a fait tout ça in vitro, mais on n'a aucune idée des peptides qui sont produits in vivo dans le microbiote intestinal. Pour avoir l'origine de tout ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça sur des souris. On a pris des souris à leur naissance. Vous savez, quand on est né, on est stérile et rapidement, notre microbiote est infecté par des bactéries assez rapidement. Donc, on a pris des souris à la naissance qu'on a mis rapidement en isolement et on les a infectées avec Romanococcus navus pour que leur microbiote intestinal soit contaminé avec cette bactérie majoritairement. Et ils ont vécu 12 jours et à chaque fois, on récupérait les fesses de ces souris. Et à partir des fesses, donc, en principe, il y a les bactériocines qui sont produites là-dedans. On essayait de purifier et on suivait la purification par l'activité anti-Clostridium perfringens. Donc là, vous voyez, quand on homogénise, on met sur une plaque de boîte de pétri où il y a le Clostridium perfringens qui est sensible à cette bactériocine. On voit un halo qui se forme. Ça, c'est l'inhibition de la croissance de la bactérie. Et on fait la purification jusqu'à la fin et on suit l'activité. Et donc, par HPLC, on a un chromatogramme qui ressemble à ça. Et donc, on a identifié. Donc, d'un seul coup, on a purifié les 5 peptides. Il y a par exemple le C3 qui sort en 2 pics, le C5 qui sort en 2 pics, et par contre, les autres ils sortent en un seul pic. Donc, en une seule étape, on a les peptides qui sortent du microbiote, qui sont obtenus. On les a analysés. Donc, le C1 qui nous intéresse, donc on montre que le C1 qui sort des souris, aussi, il a une perte de 8 Dalton, et donc, ce qui confirme les études qu'on a faites in vitro. Et donc, on a profité de l'occasion pour montrer que pour les 4 autres, les acides aminés qui sont impliqués, c'est les mêmes que dans C1. Par spectrométrie. Ça, c'est la force de la spectrométrie de masse, c'est-à-dire qu'il a besoin de très, très, très peu de matériel. Maintenant, on a C1 et on a fait des tests d'activité d'inhibition. Donc là, c'est une boîte que je vais vous expliquer, de Petri, dans laquelle on a étalé Clostridium perfringens, donc une bactérie pathogène. Et ici, dans le carré rouge, vous avez soit le tampon plus la trypsine, donc il n'y a rien qui se passe. 2, c'est le tampon tout seul. 3, c'est
le 3 ici, c'est le peptide qu'on a commandé et qui n'est pas modifié, donc il n'y a rien qui se passe. Et quand on prend le C1 sorti du navu, celui qu'on a sorti des fesses de souris, on voit qu'il y a un halo ici, donc il y a une inhibition. Donc maintenant, si on prend notre peptide qu'on avait sorti du Escherichia coli qui est complètement maturé et qu'on le dépose sur cette boîte, en fonction de la croissance, vous voyez que à 11 micromolaires, on a un peu d'inhibition, à 23, ça augmente. Donc l'inhibition de la croissance dépend de la concentration du C1, donc il est actif. Et donc vous voyez ici, plus TI, moins TI, c'est simplement plus trypsine, moins trypsine. Si on ne coupe pas le peptide signal, il n'y a pas d'activité. Donc il faut couper le peptide signal pour qu'il y ait de l'activité. Alors maintenant, on a voulu déterminer la concentration minimale d'inhibition, et donc ça, on le fait en solution, en regardant la croissance des cellules. Et donc, on voit tout simplement là, vous voyez là, parce que ça, c'est des contrôles, on voit qu'il n'y a pas d'inhibition de la croissance de Clostridium. B, C, c'est B, c'est le peptide non maturé, C, c'est le tampon et la trypsine, et le A ici, c'est là on a le peptide qui a été traité avec la trypsine, et là, c'est des concentration croissante du peptide, et vous voyez que la concentration minimale d'inhibition est de 1,56 micromolaire. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais si on la compare au mitrinidazole, qui est l'antibiotique de synthèse qui est utilisé contre Clostridium perferingia, il est de 9,4 micromolaire, alors que le peptide est 1,5 micromolaire. Et on l'a testé sur un certain nombre de bactéries pathogènes ici. On a déterminé aussi la MBC. MBC, c'est la concentration minimale bactériocide. Donc vous faites, une fois que vous avez déterminé la concentration minimale d'inhibition en solution, vous avez inhibé la croissance, mais ce n'est pas sûr que vous avez tué la bactérie. Donc ce que vous faites, vous reprenez ça, vous l'installez sur une boîte, et s'il y a des colonies qui apparaissent, ça veut dire que la bactérie repart. S'il n'y a plus de colonies, ça veut dire que vous avez complètement tué la bactérie. Et vous voyez que... et souvent, cette concentration minimale bactériocide est supérieure à la concentration minimale inhibitrice. Et vous voyez que pour ce C1, de façon remarquable, et cette concentration est exactement identique à la concentration minimale d'inhibition, ce qui laisse présager peut-être des potentielles applications pour ce peptide. Je vais vous montrer ça parce que c'est intéressant, c'est la résistance des bactéries quand on les fait, quand ils sont en présence de l'antibiotique. Là, vous voyez ça, c'est au bout de 30 jours, on met le Clostridium perfringia en présence du métronidazole, et vous voyez que ça, c'est la croissance de la cellule, et vous voyez qu'au fur et à mesure que la bactérie s'adapte à cet antibiotique, elle résiste. Et si on la met en présence de C1 maturé, vous voyez, il n'y a pas de résistance qui apparaît au bout de 30 jours. Voilà. Alors, rapidement, on n'est pas loin de midi là, donc on a mis au point une expérience qui nous permet d'avoir du peptide complètement maturé, complètement caractérisé par spectrométrie de masse, est active en termes d'activité antimicrobienne. Et on a proposé une structure comme vous l'avez vu, mais on n'a aucune idée du repliement du peptide. Donc, comme on avait 2 mg par litre de culture, on a décidé de faire de l'ARMN avec nos partenaires à Marseille, Françoise Gerlesquin, Olivier Bornet et Mathieu Noaillet. Et on a préparé du peptide qui est marqué au carbone 13 et à l'azote 15, qu'on a digéré, qu'on a bien purifié, qu'on a envoyé pour l'ARMN. Et vous voyez, ça, c'est le spectre HSQC. Et quand vous avez ce genre de spectre, donc l'étude ARMN peut être envisagée parce que vous avez des tâches relativement séparées. Et on a identifié sur l'ensemble du peptide 39 acides aminés sur 42. Qui sont parfaitement identifiés. Rapidement, donc, une fois qu'on a fait toutes les acquisitions RMN, déterminé la nature de liaison hydrogène, les angles dièdres, tout ce qu'il faut, on a commencé à faire une modélisation de la structure par RMN. Donc, on commence par le peptide linéaire, comme ça. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on impose les pentioéthers. On sait quelle cystéine, quel acide aminé, on l'impose. Et donc, on a une première structure qui apparaît, uniquement en imposant les pentioéthers, sauf qu'on a 1000 structures possibles. Sur ces 1000 structures, si on commence à imposer les liaisons hydrogènes, les angles dièdres et les nouées qui ont été déterminées par RMN, on tombe à 15 structures qui sont parfaitement superposables. La différence majeure se trouve dans la partie interminale où vous avez un tryptophane qui bouge pas mal. Là. Donc,
la structure qu'on a obtenue est là. Donc là, vous voyez, on part de la partie terminale ici, tryptophane, cystéine 3, pentioéther, cystéine 5, pentioéther, hélice-alpha, on remonte par là, cystéine 22, pentioéther, là, et les interactions hydrogènes ici entre les deux feuillets ont été démontrées par RMN. Donc, c'est une structure qui est complètement différente de la structure connue pour les sactipeptides publiés jusqu'à présent. Donc, on a, au lieu d'une épingle de cheveux, c'est une double épingle de cheveux qu'on a ici. Et on a démontré aussi que les 4 carbones alpha des acides aminés partenaires dans les pentioéthers ont changé de configuration. On est passé de LLL à DDD. Et ça a été aussi observé pour les autres. On peut complètement changer la configuration, mais parfois la configuration ne change pas. Voilà. Ça, c'est le résumé de l'étude qui a été fait par la thésarde à Marseille, Clarisse Roblin. Donc, si ça, vous imaginez là, c'est le microbiote intestinal, c'est l'intestin. Vous avez la bactérie Rominicus navus, la souche E1, avec son opérant là, avec les responsables de la synthèse des 5 peptides antimicrobiens C1, C2, C3, C4, C5. Ce qui se passe, c'est que donc, on traduit les peptides linéaires, on les modifie par la maturase, et il y a donc dans cet opérant, il y a une rhume PC ici, c'est une peptidase. Et son rôle est important. Parce que cette peptidase, ce qu'elle fait, je n'ai pas présenté les résultats ici, mais je vais vous donner les références des papiers si ça vous intéresse, permet de couper la séquence signal à ce niveau-là en laissant 5 acides aminés. Et quand on laisse simplement 5 acides aminés, le peptide n'est pas actif. On l'a fait. Et c'est pendant son transit, quand il sort, que vous avez la trypsine que cette fois-ci finit de couper ici et que le peptide devient actif. Donc vous avez une peptidase interne qui permet de couper là, et ça, c'est pas nouveau. Ça a été déjà reporté dans la littérature. Voici les papiers qui ont été publiés suite à cette étude, si ça vous intéresse, pour aller regarder en détail, et je suis prêt à vous écouter s'il y a des questions. Merci.